Bonsoir chers internautes. Actuellement nous sommes au niveau de l'entreprise Atepa Group avec naturellement celui qui a tant fait en ce qui concerne l'architecture, en ce qui concerne aussi l'ingénierie et tant d'autres efforts menant au développement de l'Afrique. Quelqu'un qui a marqué son empreinte pour le développement de l'Afrique, qui a beaucoup fait aussi pour le Sénégal. On parle naturellement de Monsieur Pierre Goudiaby Atepa. Bonsoir, Président. Bonsoir, merci beaucoup. Voilà. Actuellement, nous sommes en face des internautes de Dakaractu dans le cadre d'un grand entretien dans lequel vous aurez peut-être à extérioriser beaucoup que vous avez fait durant peut-être votre parcours d'architecte, durant aussi votre naturellement ce qui a contribué à ce développement aujourd'hui que nous voyons. Aujourd'hui, on voit peut-être beaucoup de monuments à l'image du monument donc de la Renaissance africaine qui a été donc conçu par par votre expertise naturellement. Aujourd'hui, quand on veut nous parler de Pierre Goudiaby Atepa, concrètement, par rapport à son vécu, par rapport à son parcours et par rapport même à l'expérience qu'il met en exergue pour poser toutes ces réalisations, qu'est-ce que nous diriez-vous concrètement? Bien, je vous remercie. Je salue les internautes parce que vous savez que dans le temps, ça n'existait pas. C'est dire que vous êtes au diapason des nouvelles technologies, en tout cas au cœur des technologies de l'information. Permettez-moi d'ailleurs, parlant des nouvelles technologies et des technologies de l'information, de faire un petit clin d'œil à un de nos aînés qui avait compris déjà il y a plus de 20 ans, 25 ans, l'impact, la puissance, l'importance déjà des ce qu'on appelait avant nous les autoroutes de l'information. C'est notre doyen Mbow et ça lui a créé beaucoup de problèmes à l'UNESCO. Il avait compris ce basculement dans là et dans les sociétés. Et il voulait que l'Afrique ait sa part. On lui a fait la guerre jusqu'à ce qu'il soit parti. Je voudrais le saluer au passage parce que c'est ça la vision. Il avait déjà vu les problèmes que ça engendre aujourd'hui et surtout l'accaparement que les Occidentaux font des nouvelles technologies. Mais ça, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir pour rendre un hommage mérité à un de nos doyens. Donc, que dire de Pierre Goudiaby Atepa, enfant de Ziguinchor, qui débarque à Dakar à l'âge de 8 ans, qui est d'abord à Rebeuss quelque temps, et puis ensuite sa famille est à la Médina, ensuite à la SICAP, jusqu'à Fan Résidence, qui a eu une chance extraordinaire, c'est celle d'avoir pu poursuivre des études supérieures aux États-Unis, encore une fois, en bénéficiant d'une bourse. Je donne ce détail-là parce qu'il est important que les gens qui ont bénéficié de bourses puissent revenir restituer une partie de ce qu'ils ont eu. Et c'est ce que j'ai voulu faire en revenant au Sénégal pratiquement le lendemain du jour où j'ai eu mon diplôme et du jour surtout où j'ai fini mon stage à New York. Le stage, c'était sur un terminal de métro à New York. Et dès que je suis arrivé, je suis allé travailler avec un cabinet français chez Noé Vérola. Et ensuite, le doyen Sherngom, qui venait d'arriver, il est arrivé un peu après nous a invités à rejoindre son cabinet pour qu'ensemble nous fassions des projets. Et c'est ce qui a conduit à la réalisation de la BCAO, qui encore une fois était un concours international dans lequel nous avons participé et qui a fait que nous l'avons gagné. Et donc voilà un peu le parcours, et depuis ça fait 45 ans, nous n'avons pas arrêté de travailler, et je crois que c'est ça qui est important. Concrètement, qu'est-ce qui a motivé le choix d'être aujourd'hui l'architecte d'une très grande envergure?
D'abord, le choix d'architecte. Vous savez, c'est pour cela que je m'évertue un peu à encourager les jeunes à venir faire des stages chez nous. Je servais la messe comme tout bon petit catholique et le curé de la paroisse, le père Gervais, était un architecte. Et donc, quand il faisait les églises, j'étais à côté de lui, donc je savais déjà qu'était le métier. Il s'y ajoute que je me suis très tôt intéressé à votre métier. Donc à Blaise Diagne, déjà en 1975-76, j'avais créé Blaise Diagne Flash, le journal du lycée, et je fais un clin d'œil à Fatih, notre ancien proviseur, qui nous a ouvert les bras pour nous aider à faire notre journal. Et dans le journal, je m'occupais bien sûr de faire des rubriques sur les métiers de demain. Et j'ai fait un article sur l'architecture. Parce que, bien sûr, encore une fois, je connaissais le père Gervais. Et c'est à partir de là que le métier m'a intéressé. D'accord. Aujourd'hui, il y a un combat qui a été mené en quelque sorte par rapport on peut dire à un certain accaparement de la corniche. Il y a un combat qui a été mené par Pierre Goudiaby et qui est toujours là. Où en êtes-vous exactement? Bon, là également, comme je dis, je pense que ça doit faire partie de mon corps de métier. On parle d'environnement. Le combat, il est toujours là, mais c'est là où j'interpelle les Sénégalais. Quand il y a des combats qui, à mon humble sens, point de vue, méritent d'être menés, les gens se croisent les bras et ils vous regardent mener presque seul le combat, avec mes amis de la Perle, que je salue au passage. Nous n'avons pas senti la mobilisation qu'il faut pour arrêter ce bradage de la corniche. En partant d'ici, regardez, côté droit, vous allez voir qu'on y construit maintenant des immeubles. Le combat est toujours là. J'ai interpellé le chef de l'État, vous le savez, nous l'avons accompagné il y a 5 ans, bientôt, faire un tour de corniche. La situation est pire qu'avant. Maintenant que nous avons un nouveau ministre de l'urbanisme, que je salue au passage et qui m'a l'air d'être d'un garçon non seulement bien structuré, mais volontariste. Karim Fofana. Karim Fofana, dont bien sûr le père était un de mes grands frères. Maintenant que nous avons quelqu'un qui comprend le combat, je suis convaincu qu'il sera de notre côté pour mener le combat avec nous et qu'il aura l'onction, qu'il aura la bénédiction de son patron. Parce que, at the end of the day, à la fin de la journée, c'est le chef de l'État. C'est lui que j'interpelle personnellement, parce qu'il nous avait promis de restituer la corniche aux Sénégalais. Qu'est-ce qu'on y voit? Bon, il y a des gens qui construisent des showrooms et des maisons particulières sur le trottoir. Vous comprenez? C'est inadmissible. Alors, nous avons porté plainte. Nous attendons que ce soit appelé, comme on dit. Et nous allons continuer à mener le combat. Mais ce n'est pas le seul combat que nous menons, vous le savez. Ce n'est pas le seul combat que vous menez. Naturellement, on va faire une petite transition, toujours dans le cadre de vos combats, dans le cadre de votre patriotisme et même de votre sens, n'est-ce pas, du panafricanisme. Vous avez récemment lancé c'est-à-dire au niveau de la cérémonie de lancement de votre nouveau projet, la route qui mène donc vers l'acier et l'aluminium, n'est-ce pas? Un projet qui regroupe pratiquement beaucoup d'acteurs qui évoluent dans le cadre donc des différents métiers qui englobent donc tout cela au niveau de l'acier, de l'aluminium et de toutes les ressources que nous avons ici en Afrique. Actuellement, le combat continue toujours. Qu'est-ce qui a motivé exactement cette vision-là de prendre en charge en tant qu'Africains les problèmes qui nous interpellent? Bien, votre question est importante. Je voudrais d'abord la situer dans un cadre, j'allais dire, philosophique. Vous savez que les Chinois ont décidé d'engager
leur expansion, disons, en prenant ce qu'ils ont appelé la nouvelle route de la soie. Parce que il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années, ils empruntaient du temps où la soie était prisée, etc. Ils empruntaient une route qui allait jusqu'à chez nos amis turcs et qui descendait jusqu'en Afrique. C'est cette philosophie-là qui nous a inspirés. Et nous, comme vous le savez, 1000 ans avant l'ère moderne, 1000 ans avant le Christ, donc il y a 3000 ans, nos ancêtres, les bijoutiers, les forgerons, maîtrisaient déjà le fer. Donc ça veut dire qu'on avait la maîtrise du fer quand l'Europe, l'Amérique, les Amériques étaient encore presque à l'âge de la pierre taillée. Nous disons qu'il n'est pas normal que 3000 ans après nos aïeux, que nous prenions, nous, nos ressources minières pour les vendre. Je ne peux pas utiliser un autre mot. Nous disons donc, tout comme les Chinois veulent réinventer la route de la soie, nous voulons, nous, réinventer la route du fer et de l'aluminium. Pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir, et c'est là où j'en appelle, hier j'étais avec des syndicalistes et je leur expliquais, parlant du dialogue national, oui, parlons-en, mais parlons également, je ne veux pas dire surtout, du dialogue économique. Parce que le dialogue national, ça englobe aussi oui, l'aspect économique. Oui, je sais que ça englobe aussi. Et je ne voudrais pas, et c'est ça que je veux éviter, qu'on dise que ça englobe aussi. Ça devrait englober d'abord le dialogue économique. Et à partir maintenant des chemins que nous allons tracer sur le plan économique, que nous voyons quelles sont les politiques qu'il faut appliquer pour que ce dialogue économique puisse voir le jour et puisse prospérer. De quoi parlons-nous? Nous disons d'abord, parlant des fondamentaux, qu'il n'est pas normal que nous soyons 15 millions, peut-être 16, de Sénégalais. Et je répéterai ça tout le temps jusqu'à ce que les gens comprennent que ce n'est pas normal que nous soyons 15 millions, que nous ayons de l'or, que nous ayons du lithium, que nous ayons du zircon, que nous ayons du fer, que nous ayons du pétrole, que nous ayons du gaz et que nous soyons pauvres. Le combat, vous menez le combat avec d'autres, c'est-à-dire vous avez interpellé naturellement d'autres pays africains par rapport à la question. Oui, laissez-moi terminer. Oui, je les ai interpellés parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Ça aussi, ça fait partie des combats. Donc, nous ne pouvons pas accepter personnellement, et je souhaite que les Sénégalais ne l'acceptent pas, que nous puissions avoir toutes ces richesses-là et que nous soyons pauvres. Personnellement, je ne l'accepte pas. Et ne l'acceptant pas, ayant quand même une petite, j'allais dire, expérience internationale, entre guillemets, je sais, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, que nous avons, grâce à Dieu, les moyens de transformer non seulement nos matières premières, mais une bonne partie des matières premières des pays limitrophes, des pays qui sont, comme on dit, dans un cercle plus ou moins restreint. Nous n'avons pas le droit de laisser passer cette occasion-là. Et cette occasion, c'est quoi? C'est de créer au Sénégal un hub sidérurgique qui va nous permettre, de transformer nos matières premières qui sont déjà à Kédougou. Vous savez que nous avons des réserves prouvées de 750 millions de tonnes de minerai de fer. Et au risque de me répéter, si on devait faire fondre ce minerai-là, on pourrait en sortir 450 millions de tonnes de fer qui équivalent à 315 milliards de dollars. C'est très clair. Mieux. Sur un rayon, encore, je répéterai toujours la même chose jusqu'à ce que nul n'en ignore, n'est-ce pas? Dans un rayon de 960 km, vous avez 27 milliards de tonnes de minerai de fer qui, si on les faisait fondre, pourraient nous rapporter ou pourraient mettre sur le marché plus de 11, 13, disons, à peu près 13 milliards de tonnes de fer. Vous savez ce que c'est que 13 milliards de tonnes de fer?
13 milliards de tonnes de fer, c'est 9 000 milliards de dollars. Je ne dis pas qu'on l'aura tous. Mais si vous mettez la barre à ce niveau-là, vous êtes sûr de développer votre pays dans les 15 ans. C'est pour cela que moi je dis qu'au lieu du PSE, on devrait peut-être nous diriger vers le PSD. Le plan Sénégal développé. Émergence, moi j'ai dépassé l'émergence. Quelle est la différence? Ben, bon, développer l'émergence, vous commencez à sortir. Développer, vous êtes déjà au sommet. Parce qu'on ne peut pas être entouré d'autant de richesses et se contenter seulement d'émerger. Non. L'émergence, c'est bien. Mais moi, je pense qu'on doit aller au-delà, compte tenu de ce que nous avons. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut faire une relecture. C'est un appel solennel que vous faites au chef d'État. Oui, mais je crois qu'il a déjà compris et qu'on est, à vous dire vrai, nous sommes en train de dialoguer là-dessus. Est-ce que nous avons entamé un dialogue avec le chef d'État. Personnellement, est-ce que vous avez interpellé, c'est-à-dire est-ce que vous avez parlé directement avec le chef de l'État sur la question par rapport à votre initiative et par rapport à tout ce que vous entreprenez? Indirectement, nous avons fait des échanges que tout le monde sait. Et nous devons nous voir incessamment sous peu, comme dirait l'autre. Mais je ne veux pas aller le voir seul. Je veux venir avec un programme. J'ai interrompu une réunion tout à l'heure avec une quinzaine de cadres sénégalais. Nous sommes en train de mettre au point la proposition pour que le jour où nous allons voir le chef de l'État, que nous puissions lui dire, bon, bien, voilà, nous voulons que vous soyez le parrain de ce projet. La politique, on n'est pas dans la politique politicienne. C'est lui le chef de l'État, c'est lui le patron. Il a été élu, dont acte. Maintenant, nous les opérateurs, chacun doit jouer sa partition. Nous, la nôtre, c'est de lui dire, Monsieur le Président de la République, voilà une idée que nous avons structurée. Nous souhaitons que vous puissiez y adhérer. Nous allons vous expliquer de quoi il s'agit. En attendant votre... D'accord. Mais actuellement, vous ne pensez pas que c'est en quelque sorte une utopie de penser voilà, à ce développement, étant donné qu'il y a d'autres pays africains, ou même il y a d'autres peut-être africains qui ne pensent pas comme vous? Vous savez, moi, quand on parle d'utopie, parfois ça me fait sourire. Vous savez, moi, j'essaye personnellement de faire de sorte que ce que je dis, je puisse démontrer que c'est possible. Comme je dis, Majib Naoud, je le citerai toujours, m'a prêté 3 millions il y a 43 ans et aujourd'hui, machallah. Donc, si vous pensez que l'utopie fait partie de la vie, c'est des utopies qu'on crée le bonheur. Donc, ça n'a rien d'une utopie parce que j'ai des chiffres très clairs là-dessus. Et je voudrais que En fait, c'est ça mon problème. Les Sénégalais refusent de croire qu'on peut développer le Sénégal en une décennie. Ils refusent parce qu'ils sont bloqués. Alors, je voudrais que cette mentalité-là, moi, c'est le déblocage que je veux créer chez nous. En fait, pour faire une transition, est-ce que ce n'est pas pour tous ces paramètres-là et tous ces soucis que rencontre notre pays que le chef de l'État a initialement donc, prévu de faire, de mettre en exergue le fast track? Oui, bon, le fast track, mais encore faut-il que si vous allez en fast track, il faut avoir des gens qui savent conduire parce que sinon, leur fast track, ils vont aller directement cogner les murs du track. Hein. Mais enfin, c'est bien, moi j'ai toujours été fast track. Mais fast track, il faut également que les fondamentaux soient révisés. Vous savez, et les fondamentaux, malheureusement, c'est à tous les échelons. J'étais avec les syndicalistes hier. Je leur disais que, surtout ceux de l'enseignement, je dis, écoutez, il faut qu'on revoie tous les fondamentaux. Je leur donne l'exemple de ma petite fille. Ma petite fille est venue, quand elle est à la maison, quand elle prend mon smartphone, elle rentre dans YouTube. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, elle rentre dans YouTube. Alors, vous voulez me dire que cette petite fille-là, cette gamine de 4 ans, il faut qu'elle fasse l'école primaire, l'école secondaire, pendant 10 ans, il faut qu'elle fasse ce que moi j'ai fait il y a 60 ans. Mais vous lui faites perdre son temps. Quel est le fast track de l'éducation? Parce qu'aujourd'hui, avec la civilisation numérique, tout a été bousculé et il faut que vous le compreniez.
C'est pour cela que ce dialogue-là, que tout le monde attend, je souhaite que le dialogue prenne également en compte ce que je disais pendant ma campagne électorale. Il faut qu'on revoie les fondamentaux. C'est là où ça ne marche pas. Et parmi les fondamentaux, excusez-moi d'insister là-dessus, je pense sincèrement que l'anglais, encore une fois, je l'ai écrit dans mon livre, dans le premier, je l'ai écrit dans le deuxième, je l'ai écrit dans le troisième, il faut qu'on accepte que nos enfants parlent anglais. Parce qu'aujourd'hui, la civilisation du numérique, c'est d'abord par l'anglais. Donc, je ne saute pas du coq à l'âne, je vous explique simplement qu'on doit réviser les fondamentaux et c'est ça qui peut nous amener vers le développement, pas l'émergence. Est-ce que par rapport peut-être à cette révision des fondamentaux, c'est pas peut-être ce qui vous a retenu de ne pas participer naturellement à ce dialogue-là qui a été lancé d'ailleurs aujourd'hui? Ah non, moi j'ai pas dit que je ne participe pas au dialogue, tout au contraire, on m'a pas invité. Le jour où on m'invitera, je le ferai. Mais tout le monde ne peut pas, on ne peut pas tous être dans la salle. Vous savez, bon, les gens sont là-bas, j'applaudis des deux mains. J'applaudis des deux mains. Mais ce que je dis, c'est que le dialogue ne doit pas s'arrêter à un dialogue entre politiciens. Et c'est à nous de donner notre partition. Donc je ne suis pas dans la salle, mais tout le monde sait, vous le savez, qu'il y a 3 jours, nous avons lancé la route du fer et de l'aluminium, de l'acier et de l'aluminium. Et ça fera bien sûr partie du dialogue, parce que le président ne peut pas éviter ce débat. Vous avez une idée? Il ne peut pas l'éviter, mais je dois dire, pour m'en réjouir, que lors du lancement quand même, bon, il a envoyé, Madame le ministre des Mines a envoyé 2 représentants. Le ministre de l'Intérieur a envoyé 1 représentant. Le ministre des Affaires étrangères a envoyé un représentant. Parce que, effectivement, ce n'est pas en solo que nous allons développer le Sénégal. Un développement en solo n'est pas possible. Nous sommes obligés de voir avec les pays limitrophes. Et c'est là où notre cheminement est intéressant. Parce qu'il est inclusif. Nous avons nommé la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, nous-mêmes, pour qu'ensemble, nous puissions voir ce que nous pouvons faire. Quelle est la démarche que vous proposez par rapport peut-être au partenariat avec les multinationales? Non, ça on en parlera tout à l'heure, mais laissez-moi simplement terminer la logique de mon explication. Les pays limitrophes, encore une fois, comme je vous ai dit, nous n'avons pas de bauxite. Vous savez que c'est à partir de la bauxite qu'on fait de l'aluminium. Mais dès l'instant où nous avons le gaz, nous avons déjà obtenu l'accord de principe d'un pays comme la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, pour que nous puissions voir comment transformer leurs minerais de bauxite en aluminium. Vous comprenez? Donc ça, de ce côté-là, je pense que c'est un acquis. Et c'est pour cela qu'encore une fois, nous nous sommes réjouis du fait que le ministre des Affaires étrangères ait envoyé quelqu'un pour le lancement de cette initiative. D'accord. Vous pouvez actuellement répondre à la question que j'ai posée. Oui, répétez-la. Sur les multinationales, actuellement, est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'il devrait y avoir certaines discussions à mener entre gouvernement et multinationales et même avec la société civile pour voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être en quelque sorte se partager? Oui, vous savez, le débat, il va même au-delà des multinationales. Quand je dis qu'il faut qu'on revoie les fondamentaux, même les organisations, là, les organismes de Bretton Woods, comme on les appelle, notamment la Banque mondiale, je crois qu'il est temps qu'on s'asseye sérieusement avec la Banque mondiale et qu'on puisse leur dire ce que nous pensons. Vous savez que le Ghana leur a demandé de partir. Je n'irai pas jusque-là. Mais qu'ils revoient un peu leur méthode. Il n'est pas normal que tout ce que je développe là, que la Banque mondiale le sache et qu'elle ne fasse rien pour. En d'autres termes, si vous pensez que, et ça je l'ai dit sur RFI il y a 2 ou 3 ans, quand on nous dit oui, il faut lancer des appels d'offres ouverts, etc.,
nous n'avons pas encore un tissu économique, en tout cas les opérateurs économiques locaux, qui puissent concurrencer les multinationales. Toutes les politiques que nous faisons actuellement, c'est presque pour que nous puissions mettre toutes nos ressources à la disposition des multinationales. Et ça, il faut l'arrêter. Il faut la préférence locale. Il faut la préférence nationale. C'est la raison pour laquelle nous disons que si nous changeons les paradigmes, on décide que, nous, le gaz qui va nous revenir, et là je reviendrai là-dessus tout à l'heure, nous ne le vendrons pas. Nous allons le prendre, nous allons utiliser la partie qui nous revient pour transformer nos matières premières. C'est une seule décision, elle est pratiquement politique, mais ça change toute la donne. Parce que, je le disais, nous, encore une fois, même le pétrole, si on n'a peut-être pas négocié comme on aurait pu le faire si on avait les experts qu'il fallait, bon, on a peut-être une petite partie de... Mais est-ce que cela ne pose pas de problème? L'expertise aussi. Attendez, mais bien sûr, mais là j'espère que pour les nouvelles découvertes, parce qu'il y en a, nous allons quand même nous entourer d'experts pour mieux faire les négociations. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que même le peu que nous avons, prenons le pétrole, même si on n'a que 10% de notre pétrole, je vous ai expliqué l'autre jour que 2% du pétrole, avec 2% du pétrole, vous pouvez entrer en pétrochimie. Et je disais également que le président Senghor, paix à son âme, il y a déjà 35 ans, peut-être 40 ans même, avait lancé le projet Cœur Fara Pahlavi, que je connais très bien, j'en étais l'architecte avec Moshe Safdie. Il avait déjà imaginé des entrepôts où on allait prendre le brut, le pétrole de l'Iran, le raffiner et entrer dans la pétrochimie. C'est ça la solution, entre autres choses. Qu'on puisse prendre le peu que nous avons, mais qu'on y mette de la réflexion, de l'intelligence pour le transformer. Là également, nous sommes en train de travailler sur un système de contrôle que nous avons appelé le Contrôléum, avec un de mes amis qui était ministre du pétrole d'un pays que je nommerai pas. Nous avons développé des logiciels qui doivent permettre de contrôler le pétrole qu'on va nous pomper et le gaz. Parce que c'est trop facile. Alors là, nous travaillons sur ce logiciel-là qui permettra au ministre du pétrole et au président de la République, éventuellement à d'autres, ceux qui doivent participer au contrôle, sur leur portable de savoir quel est le pétrole qui sort, quel est le gaz qui sort. Ça, c'est des choses importantes dans les négociations. Qu'on leur dise, oui, vous avez les plateformes, mais c'est chez nous. Voilà comment nous allons vérifier ce que vous allez sortir de vos plateformes. Mieux. Vous savez qu'en la matière, quand on sort le pétrole ou le gaz, il faut rembourser tout ce qui se fait. Est-ce que vous avez ici quelqu'un qui peut vous dire que la vis qu'ils ont changée et qu'ils ont facturée à 300 000 $, ce n'est pas une vis de 20 000 $, Vous ne pouvez pas le savoir. Le contrôle doit être intense alors. Merci beaucoup. On parle du local content. C'est par là que ça doit commencer. Ok, c'est eux, c'est leur plateforme, mais c'est notre pétrole. Personne ne peut nous dire qu'on n'a pas le droit de contrôler ce qui se passe. Est-ce qu'on a mis des clauses pour dire que oui, on va contrôler? Je ne le pense pas. D'accord. Nous arrivons presque au terme de cet entretien. Il nous reste à peu près 5 minutes ou voilà, un peu plus. Revenons juste à l'actualité toujours. Est-ce que nous pouvons par exemple penser des éventuelles retrouvailles entre vous et le président Macky Sall? Mais moi, il n'y a jamais eu de problème entre en fait, est-ce que voilà, on peut attendre Pierre Goudiaby Atepa dans le gouvernement prochain du président? Ou quoi? Moi, dans un gouvernement, Senghor, du temps travailler de Senghor, avec le président. Bon, travailler avec le président, ça c'est autre chose, bien sûr. Écoutez, si je vous dis que nous avons conçu la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium et que nous souhaitons qu'il en soit le parrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement nous sommes prêts, mais nous sommes même solliciteurs. Je vais même plus loin. Et il le sait, je lui ai déjà fait dire. Je lui ai dit, on a échangé et je lui ai dit,
Bon, il s'occupe de son gouvernement et de structurer le dialogue, mais il n'y a pas de problème. Il ne peut pas dire non. Mais vous êtes optimiste pour les 5 prochaines années par rapport peut-être à tout ce qu'il entreprend de faire? Écoutez, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'ai bien écouté son discours d'intronisation et que j'étais parfaitement d'accord avec ce qu'il avait dit et que dans la modestie de ce que je peux faire pour l'accompagner, je suis prêt à le faire pour le bien du pays. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité également. Ça ne sert à rien pendant 5 ans d'être là à taper sur le président, à ne pas vouloir. Non, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le président Wade. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. Je pense que quand on vous appelle au dialogue, il faut aller dialoguer, écouter au moins. Maintenant, vous allez écouter, vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous le dites avec la courtoisie qui sied et avec les arguments qu'il faut. Et nous, dans la modestie de ce qu'on peut faire, nous sommes prêts. Et encore une fois, sur le plan économique, parce que, encore une fois, la politique, j'ai fait de la politique par frustration. Parce que je savais qu'il était possible de développer ce pays-là et que les politiciens n'en prenaient pas le chemin. C'est uniquement à cause de ça que j'ai fait de la politique. On m'a arrêté net avec des parrainages qui se sont passés. D'ailleurs, je remercie. Et pour cette raison que vous avez soutenu Ousmane Sonko aussi? Ah oui, parce que nous avons les points de vue à 80%. Ce garçon-là, vous savez, moi quand je disais que, au début d'ailleurs, que je suis entré en politique parce que je ne voyais personne qui puisse porter cet espoir-là. Quand je l'ai vu en lui, je lui ai dit, écoute, jeune homme, moi, je suis prêt à vous suivre. C'est un homme intègre, c'est un homme extrêmement intelligent. Bon, parfois il a la fougue de sa jeunesse. Bon, mais s'il ne l'avait pas, je pense que ce garçon-là, bien encadré, fera un excellent président dans 5 ans. Ah oui. Et à quand remonte exactement votre dernière rencontre avec Maître Wade? Avec Maître Wade? Oui. Oh, mais quand, vous savez qu'on a partagé l'avion. Vous voyez constamment? Constamment, c'est trop dire, mais nous nous voyons. Vous savez qu'il m'a invité à prendre place à bord de l'avion qu'il a amené. Bon, il n'a pas comme je lui ai demandé. Mais bon, ceci dit, yal ne fi yag tewer. Voilà. Le message actuellement, ou même qu'est-ce qu'on peut dire par rapport peut-être à tout ce que... bon. Moi, c'est un message. Vous voulez un message? Moi, c'est un message à la jeunesse de mon pays. Je pense que vous devez, vous décomplexer. Deuxièmement, sachez que n'ayez pas peur. Sachez que demain, qui est déjà aujourd'hui, vous appartient. Mais, il faut travailler avec honnêteté. Il faut également savoir qu'aujourd'hui, vous avez une chance extraordinaire. C'est les technologies de l'information. Vous pouvez prendre des cours sur Internet. Vous pouvez vous cultiver sur Internet. Vous pouvez savoir beaucoup de choses. Moi, tout ce que je vous dis là, je le prends d'Internet. Avant de me coucher, je prends 1 heure de temps, je visite. Donc, encore une fois, vous avez les instruments devant vous. N'ayez pas peur. Et vous pouvez partir de zéro et demain avoir un bon métier parce que vous l'aurez appris sur Internet. Je donnais l'exemple de ma petite fille qui sait maintenant rentrer sur YouTube. Eh bien, entrez sur YouTube. Pour le moment, la première leçon, voyez c'est quoi l'aluminium, c'est quoi le fer, comment on le transforme, où sont les richesses du fer et de l'aluminium, mais surtout, quels sont les métiers du fer et de l'aluminium, pour que demain, vous puissiez faire ces métiers-là et trouver du travail. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est donner du travail à nos enfants. Merci. Encore une fois, merci pour la disponibilité et par rapport à tout ce que vous avez donc mis en évidence pour la connaissance des chers internautes. Merci encore une fois à M. Pierre Goudiaby Atepa. Et merci à vous Dakaractu, je vous disais tout à l'heure et je suis très sérieux. Vous avez su prendre votre site d'information, vous l'avez amené à un niveau supérieur. Vous comprenez? Faire des émissions télé
Et vous le savez, demain, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour qu'à partir de Dakaractu, vous fassiez une véritable chaîne de télévision. En tout cas, Lola Lenignan. Merci beaucoup, Merci. vous aussi, nos chers internautes, nous vous remercions par rapport donc à votre attention et nous vous donnons très prochainement rendez-vous par rapport à d'autres émissions relatives donc au développement de notre pays. Merci.